Bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette formation. Donc, moi, un petit peu présenté, mais donc rapidement, donc je suis François Musard, donc je suis architecte de formation. Je travaille depuis plus d'une dizaine d'années dans le cabinet Eni Architecte dans l'est de Paris, et j'en suis devenu le BIM manager il y a un peu plus de 5 ans aussi. Depuis quelques années aussi, je travaille sur le projet BRICS, donc qui a 2 volets, une application collaborative en ligne que je présenterai brièvement en fin de présentation, et puis un aspect, la mise en place d'une communauté autour des pratiques agiles, dans la construction et l'architecture, et en particulier dans les phases de conception avec l'utilisation des outils BIM. Donc ça sera un petit peu le fil rouge de la présentation, aussi. Alors comme je suis en plein écran, je vois pas les questions, donc je pense que je marquerai 3 ou 4 fois un arrêt, et puis s'il y a des questions, vous pourrez me les remonter à ce moment-là. Donc pour reprendre un peu l'histoire de la gestion de projet dans le monde de l'architecture, bah, c'est une lente évolution, avec un système qui était assez hiérarchique depuis l'origine, avec des grandes salles de dessin. Alors hiérarchique avec souvent un grand patron, puis après une hiérarchie plus horizontale en dessous. Et donc, bah, moi, c'est une histoire que j'ai vue aussi un petit peu du point de vue de l'informatique avec ma spécialisation dans le BIM. Et donc, en particulier, bah, l'arrivée des outils de table à dessin numériques qui vont faciliter, accélérer le travail d'un certain nombre de dessinateurs, mais qui d'un autre côté, on le voit bien sur cette image, bah, va réduire finalement l'espace de dessin et l'espace d'échange aussi, de collaboration, à des écrans, alors à l'origine très petits, pour ceux qui s'en souviennent, les écrans 15 pouces des années 2000. Et puis bon, maintenant, ça s'est un petit peu plus agrandi, mais c'est vrai que tout d'un coup, bah, d'une grande table à dessin, on est passé à une fenêtre, et donc, bah, les aspects collaboration se sont d'une certaine manière réduits, même si c'est dans cette fenêtre, on accède à internet et on peut échanger d'autres manières, mais les échanges frontaux ont changé de nature. Et bah, il y a une adaptation aussi qui est nécessaire. Il faut réfléchir d'une autre manière pour réussir à pallier ce changement dans les types d'échanges. Donc c'est néanmoins, ça n'empêche pas de produire des bâtiments parfois très sophistiqués, donc on aime ou on n'aime pas, mais on voit qu'il y a des résultats quand même avec des choses assez extraordinaires. Mais souvent avec des gros défauts en termes de coût et de qualité. Parfois aussi, alors, je ne parle pas forcément de ce projet, mais bon, en tout cas, on connaît beaucoup de projets avec ce type de défaut. Et souvent, bah, un des principaux problèmes, c'est en effet que les gens travaillent beaucoup en silo. Donc on est une profession où, bah, il y a les architectes d'un côté, il y a les ingénieurs, parfois plusieurs cabinets d'ingénieurs, différents spécialistes, des entreprises, différentes entreprises selon les spécialités, et donc bah, l'information est très silotée, et les problèmes d'information sont vraiment un des problèmes majeurs de notre secteur, et les outils informatiques, bah, règlent pas forcément ces problèmes. L'arrivée du BIM en fait, a permis de créer cet espace un petit peu d'échange autour d'un modèle 3D, mais si derrière, si on ne change pas vraiment nos pratiques, une fois qu'on a appris les outils, c'est bien, mais si on ne change pas nos pratiques de travail, ben, on n'a pas forcément les gains espérés, ou qui nous sont vendus par les différents fabricants de logiciels. Donc les principaux dysfonctionnements qu'on va rencontrer dans les agences d'architecture, c'est souvent une organisation trop ou très pyramidale, avec un grand patron ou une grande patronne, et puis tout un tas de personnes en dessous, qui font que l'organisation pyramidale, son principal défaut, c'est que, elle fait que les gens se responsabilisent pas forcément ou pas assez. Des changements de priorité intempestifs, avec voilà un manque parfois de visibilité sur l'évolution du projet, qui font que, ben, pour travailler, pour essayer de se concentrer, de se plonger dans un travail, on va dire, fort intellectuellement, c'est pas forcément évident quand les paramètres changent en permanence, ou en tout cas qu'on n'a pas un minimum de visibilité. Il y a souvent une capitalisation des connaissances qui est pas assez importante. Une capitalisation des connaissances qui se fait soit en interne dans une structure, donc d'essayer de prendre du temps, de prendre du recul
pour se dire qu'est-ce qui fonctionne bien, comment on pourrait mieux travailler, mais qui peut aussi se faire au niveau d'une profession ou d'un secteur. Donc, chez ILO Formation, vous travaillez justement à améliorer cet aspect-là. Mais bon, il y a toujours des choses à mieux faire. Et puis, bon, une des conséquences les plus connues par chacun de ces problèmes d'organisation dans les agences d'architecture, c'est les fameuses charrettes. Donc, se retrouver finalement, après avoir tergiversé, à travailler tard, voire très tard et de manière très intense. Et on va voir que les pratiques agiles, justement, l'idée, c'est de se mettre plutôt dans un rythme continu, régulier et soutenable sur la durée. Alors juste un petit détour par le BIM, mais c'est vrai que un des aspects, à pas négliger, sur les pratiques de BIM et de maquette numérique, c'est le fait que, cet objet, 3D, souvent quand on le visualise, bon avec l'information qui est rattachée avec, mais, c'est un objet qui va permettre en fait à tous les corps d'état, du bâtiment de se retrouver autour de la table finalement. Alors on n'a pas encore des hologrammes, mais ça viendra et en tout cas de se retrouver, autour de différents écrans et de visualiser, chacun les apports que chacun des spécialistes va faire, à ce modèle et donc de bien voir que la construction d'un bâtiment, c'est vraiment l'apport de plein de spécialités et les échanges qui vont se faire autour de ces modèles, vont être l'occasion justement, de pratiques assez riches, de pratiques collaboratives assez riches. Mais c'est vrai que, ces pratiques, alors elles vont être supportées par des outils, mais c'est aussi des manières de faire et on va voir que les approches agiles, elles vont être intéressantes, sur ces aspects-là. Alors les approches agiles, comment elles sont nées? En fait, c'est une longue histoire, avec plusieurs aspects, mais qui passe par l'industrie automobile. Puis qui arrive dans l'informatique, dans les années 90 où en fait, c'est la 1re bulle, internet. Donc il y a des projets de plus en plus gros, avec des sites internet et puis la technologie en tout cas, il y a un niveau de technologie qui devient mature pour des applications, à grande échelle et donc il y a des projets qui commencent à déraper très fortement en termes de coûts, de qualité et de délai avec, une demande de clients qui va très vite. Donc des projets qui prennent plusieurs années, quand ils sortent, ils sont plus forcément, au goût du jour. La technologie commence à accélérer et donc il y a un certain nombre de praticiens du développement logiciel, des codeurs informatiques, qui vont se rassembler, qui vont essayer de rassembler les meilleures pratiques, qu'ils ont pu développer, d'essayer d'analyser comment ils travaillent et de passer en fait d'un mode de fonctionnement qui est le mode en fonctionnement en cascade, c'est-à-dire qu'on prend un programme et puis on fait des spécifications et puis au fur et à mesure on arrive jusqu'au produit. Ils vont essayer de passer de ce mode de fonctionnement à un mode de travail beaucoup plus itératif où en fait on va travailler petite brique par petite brique pour améliorer au fur et à mesure un produit et essayer d'atteindre les besoins du client et surtout les besoins, avec un gros focus sur les besoins des utilisateurs. Donc c'est pratique agile, donc il n'y a pas 2 méthodes agiles. La méthode agile, ça n'existe pas. Enfin agile peut-être, si vous connaissez un agile, peut-être oui, mais en fait, c'est plutôt, l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit. On va voir que cet état d'esprit, il se traduit, dans 4 grandes valeurs. Donc ces grandes valeurs et ces 12 principes, ils ont été mis en place par un groupe justement qui réfléchissait, principalement aux États-Unis autour de ces pratiques et qui a écrit le manifeste agile qu'on va voir par la suite. Et donc ce manifeste agile, vraiment, il prend en compte cet état d'esprit et c'est vrai que cet état d'esprit, il est très important à connaître parce que si en fait on n'est pas d'accord avec cet état d'esprit, ça sert à rien de rentrer dans des pratiques agiles parce qu'elles ne fonctionneront pas ou alors, ça sera du agile washing pour, voilà, mettre le mot, ça fait bien en ce moment, c'est un peu un buzzword. Mais derrière, les gens au jour le jour, ils verront pas forcément la différence et le résultat du travail sera pas forcément différent. Donc on va voir, ces pratiques et ces valeurs et ces principes, par la suite et donc ces valeurs et ces principes, ils ont donné lieu à un certain nombre de cadres de travail, donc des frameworks en anglais, dont, Scrum qu'on va évoquer, Kanban et puis un certain nombre d'autres cadres de travail, qui peuvent être aussi déclinés par métier aussi, parce qu'à l'origine, ça vient de l'informatique. Mais c'était des pratiques antérieurement qui étaient dans l'industrie, dans l'automobile et maintenant c'est des pratiques qui se diffusent aussi dans les ressources humaines, dans, le juridique, dans la communication, dans plein d'autres, secteurs. C'est pas du tout, limité à l'informatique. Et puis ces cadres méthodologiques en fait, ils rassemblent un certain nombre de pratiques. Donc il y a pas mal de petites pratiques dont on va voir un peu plus précisément un certain nombre,
à la fin de la présentation. Et ces pratiques, ben, en fait, si vous les rassemblez entre elles, vous dites: «Bah, voilà, ça c'est un cadre de travail. Moi, j'estime qu'avec, X pratiques, je travaille mieux et je vais essayer de travailler comme ça et je vais essayer de communiquer sur ce cadre de travail pour que, bah, d'autres personnes avec moi, travaillent de la même manière». Ça va être assez important dans notre secteur parce que, bah, quand on travaille avec un bureau d'études, avec d'autres confrères architectes, et bah, c'est vrai que si on a des pratiques un peu similaires, bah, ça aide. Comme on a, ben, une convention BIM dans lequel on va avoir essayé de réguler, le choix des outils, la manière de communiquer. Bah, les pratiques aussi de communication et d'échange de collaboration, elles sont importantes aussi à, à mettre en place et à documenter pour qu'elles soient bien partagées par tout le monde. Alors le manifeste agile, alors plusieurs fois j'ai mis des pardon, des petits QR codes. Si vous avez un téléphone, vous pouvez éventuellement aller, directement vers ces documents. Ça vous permet de voir, directement la source de ces documents. Donc c'est le QR code vous ramènera vers le site du manifeste agile, donc qui est traduit officiellement en français. Donc je vais vous lire un peu les 4 grands, donc principes. Donc en introduction, ils disent: «Nous découvrons comment mieux développer, des logiciels par la pratique», donc c'est, un aspect, vraiment, empirique, «et en aidant les autres à le faire», donc l'idée de partage. Et donc ces expériences nous ont amenés à valoriser les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Donc un aspect humain qui est très important, de prise en compte de l'humain qui est très important dans les pratiques agiles. Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Donc vraiment une idée de se concentrer sur le résultat, concret de ce qu'on fait. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Donc aussi toujours essayer d'être au plus proche des demandes du client et dans l'échange avec lui plutôt que dans un rapport de force. L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Et donc ça, c'est bon, souvent ce qu'on résume sous le terme d'agilité, mais comme vous voyez, c'est plus large que ça. Donc le fait de se dire, bah, pas forcément cette gestion, en cascade, cette gestion avec un processus Gantt comme on voit souvent chez nous, où on a tout planifié, ça y est, sur 3, 4 mois, 1 an, on pense que c'est bon. En fait, on sait très bien que ça se passe jamais comme ça. Donc on si on prend en compte dès le début que il va y avoir des changements et on va développer des méthodes qui vont nous permettre de s'adapter à ces changements et faire que ces changements deviennent non pas une contrainte, avec, derrière des problématiques de coût, de délai, mais plutôt, un avantage parce que potentiellement c'est, un meilleur projet qui peut se mettre en œuvre. Donc à chaque fois, ces deux assertions, qui se répondent à chaque fois, donc il est dit à la fin quand même: «Nous reconnaissons la valeur des seconds, éléments, mais privilégions les premiers». Donc ça c'est pas forcément antinomique effectivement quand on dessine un plan, effectivement, il faut avoir un CCTP, c'est important, mais peut-être qu'il faut se concentrer plutôt sur, bah, le fait que le plan soit compréhensif, qu'il y ait, justement un modèle 3D qui explique bien les choses ou une maquette et peut-être que la documentation, en termes vraiment, purs, bah, voilà, on sait très bien que les gros CCTP, les gros documents papier, c'est bien ça sert souvent quand il y a des problématiques et du, des réclamations, mais souvent, c'est pas des documents qu'on lit, dans le but de bien réaliser le projet. Donc voilà les 4 grands principes et les 12, donc les 4 grandes valeurs, pardon et les 12 principes. On passer peut-être un peu plus vite, donc c'est satisfaire le client, donc c'est ce rapport toujours, voilà, enfin, évidemment, tout le monde se dit: «Bah, moi aussi, j'essaie de satisfaire les besoins du client», mais bon, c'est important de le rappeler et le client, quand on dit le client aussi, c'est souvent l'utilisateur final, donc pour nous, pour les architectes, je pense que c'est assez important de se dire, bah, comment derrière le client, on essaie de toucher directement, l'utilisateur final. Bien accueillir les changements, donc c'est ce que je venais de dire sur le fait qu'un changement, c'est aussi une opportunité, d'améliorer le projet, on peut le voir aussi de cette manière. Livrer fréquemment, ça va être justement pour avoir assez régulièrement les retours du client et ben, ne pas hésiter, ne pas attendre forcément 3 mois, la fin d'une phase pour, livrer un document, mais régulièrement, publier, des éléments de projet et avoir des échanges avec le client. Ce qu'on fait, peut-être souvent pour la plupart des architectes, mais peut-être le systématiser un peu plus. Travailler ensemble, donc bon, dans un bureau, c'est souvent ce qu'on fait, mais essayer de voir, comment on peut améliorer nos méthodes de travail avec justement avec ces différents silos de spécialités, dans nos métiers. La confiance et le soutien, bah, penser peut-être à voilà, à ne pas oublier à faire des moments d'échange, dans les équipes. Le dialogue en face à face.
Donc, bon, sans tomber dans la réunionnite, mais c'est, bah, aussi valoriser ces moments de dialogue, peut-être les organiser différemment pour être plus efficace. Mais, effectivement, c'est quand même, les moments les plus riches et les plus efficaces pour faire avancer et coordonner le projet. Des logiciels opérationnels, donc pour nous, ça va être peut-être, par exemple, justement, une maquette, numérique, qui fonctionne correctement, qui est bien remplie. Un développement soutenable, donc on va voir les pratiques, d'organisation du travail, mais l'objectif toujours, ça va être de viser, un travail, plus homogène et éviter les pics qu'on peut connaître qui se transforment en charrette. Une attention continue, donc c'est une attention continue à la qualité. Donc toujours, bah, essayer de maximiser les retours d'expérience, les échanges pour que la qualité soit toujours une priorité, dans les projets. Donc qualité des documents qu'on produit, qualité du projet, final et de la construction. Privilégier la simplicité, donc c'est aussi de se dire que, bah, plus les choses sont complexes en général et plus ça va être difficile de les mettre en place. Donc peut-être que la simplicité, voilà, nous on a notre less is more, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ça peut être aussi, un angle d'approche. Les équipes auto-organisées, donc ça va être assez intéressant et ça va justement être aussi, un axe de réflexion sur les aspects humains. C'est de se dire, bah, il faut faire confiance, à nos collaborateurs, il faut faire confiance aux gens avec qui on travaille et surtout, il faut leur faire confiance parce qu'ils sont les mieux quand c'est à eux de faire le job, bah, ils sont les mieux placés pour trouver la manière la plus efficace, de le faire, pardon. Et donc, ça va être de privilégier des pratiques de travail qui vont faire que, bah, les gens vont être responsabilisés, les gens vont du coup, bah, réfléchir ensemble à comment, être le plus efficace, au travail. Et puis réfléchir et s'adapter, donc c'est, toujours, bah, prendre du temps, prendre du recul aussi, avoir des moments pour prendre du recul et réfléchir à comment on peut mieux travailler. Alors je ne sais pas si ces différentes, valeurs et principes vous ont inspiré? Est-ce qu'elles ont inspiré quelques questions ou remarques? Je regarde le flux de commentaires, j'en vois pas forcément, donc on va continuer. Hop là, hop là. Voilà, donc là, on va parler justement de Scrum, qui avait été évoqué dans la présentation. Donc Scrum, c'est un de ces cadres méthodologiques, c'est le cadre méthodologique sûrement le plus connu. Donc vous avez aussi un QR code pour pouvoir aller télécharger le guide Scrum. Donc le guide Scrum, c'est pas très long, je crois que ça réduit d'année en année, il est mis à jour régulièrement, enfin pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans. Et donc la dernière version justement est assez intéressante parce qu'ils ont vraiment expurgé tous les termes informatiques et ils voient que ces pratiques, Scrum, ou Agile, commencent à se diffuser dans pas mal de secteurs. Donc ils ont essayé d'en faire un document, le plus, neutre possible, en termes de langage, métier. Donc c'est intéressant de voir la dernière version. C'est un document, voilà, de 6-7 pages, ce qui est pas énorme. Et souvent on dit que le Scrum, c'est assez simple, il y a un formalisme assez simple, mais qui est quand même assez difficile à maîtriser dans la pratique. Donc on va passer un petit peu de temps juste sur ce cadre pour vous montrer un peu ce que c'est qu'un cadre méthodologique. Donc en fait, l'idée d'un cadre méthodologique, c'est de se donner un certain nombre de règles du jeu, de se dire que tout le monde va essayer de partager ces règles du jeu et en partant de ces règles du jeu, ben, on va essayer de voir, quelles conséquences ça induit dans la manière dont on travaille. Et puis, eh ben, on va aussi dans ce jeu, on va se donner du temps pour prendre du recul, donc ce qu'on va appeler les rétrospectives de sprint, pour inspecter le travail qu'on fait et derrière, ça va permettre de s'améliorer, éventuellement de modifier le cadre méthodologique. Si à un moment, bah, il ne convient pas complètement, on va pouvoir l'adapter. Mais c'est vrai que c'est pas mal de partir d'une base, qui peut être ce Scrum. Donc dans le Scrum, on va avoir différents rôles. On va avoir le product owner qui est d'une certaine manière le chef de projet, par exemple, dans une agence d'architecture ou éventuellement aussi dans un groupement, qui va représenter le groupement ou l'agence auprès du client. Et c'est lui qui va être en charge en fait de comprendre les besoins du client et de les traduire dans un carnet de produits qui va lister tous les besoins du client et qui va expliquer tous les besoins qu'a le client. Après ce product owner, il va être en contact avec l'équipe de développement qui va être constituée par exemple de différentes, personnes dans un cabinet d'architecture ou, des équipes de conception, de l'architecte et des bureaux d'études. Et cette équipe, eh ben, elle va être en charge de réaliser et de sélectionner dans le carnet de produits les choses à mettre en œuvre sur le projet
et de les réaliser à travers une succession de sprints. Donc on va dire, par exemple, nous on travaille avec des phases, donc on a des phases qui durent 2-3 mois. Le sprint, il va plutôt avoir lieu entre 1 et 4 semaines. Donc par exemple, on peut se baser sur la livraison de la maquette numérique. Souvent, on se met d'accord pour livrer la maquette numérique toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis il y a souvent des réunions de conception qui y sont associées. Donc on peut se dire que ça peut être le rythme. Et donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, l'équipe va sélectionner, elle va s'engager surtout, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'elle va vraiment prendre des engagements. Elle va s'engager pour réaliser un certain nombre de sujets. Donc elle va à ce moment-là constituer un carnet de sprint. Et donc pendant cette période de 1 à 2 semaines, elle va tout mettre en œuvre pour avancer sur ces sujets et pour finaliser tous les sujets qu'elle avait sélectionnés et sur lesquels elle s'était engagée à travailler. Donc cet aspect auto-organisation, ça va faire que l'équipe, en fait, il faut qu'elle trouve le moyen, quel qu'il soit, de s'auto-organiser pour, une fois qu'elle s'est engagée à réaliser des choses, à les délivrer à la fin. Alors il va y avoir un autre rôle qui va être celui du Scrum Master, qui pourrait être éventuellement un B-manager, qui va être lui juste là pour aider l'équipe à s'organiser, éventuellement à partir du moment où tout le monde s'est mis d'accord sur des règles du jeu et vérifier que ces règles sont bien respectées. Et si elles ne sont pas respectées, comprendre pourquoi elles ne sont pas respectées et essayer de résoudre les problèmes avec les membres de l'équipe. Et il va aussi essayer de lever les problèmes s'il y a différents problèmes techniques. C'est lui qui va être un peu en charge un peu comme au curling, de brosser le terrain devant les équipes pour qu'il y ait le minimum de friction et que le travail puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Pendant le sprint, on va aussi faire des mêlées, ce qu'on appelle des mêlées quotidiennes, qui vont être des mini-réunions qui vont permettre juste d'envoyer quelques informations, que tout le monde soit bien synchronisé, pas forcément de résoudre des problèmes, mais de faire que l'équipe a toujours la bonne information. On verra par la suite comment on l'a mis en place justement dans notre agence. Et puis une fois que ce travail est terminé, il va y avoir une revue de sprint qui va réunir les membres de l'équipe, qui va réunir le product owner, le scrum master et surtout des représentants du client ou des utilisateurs qui vont pouvoir justement apprécier si le travail correspond bien à leurs besoins. Effectivement, ça ne va pas être tout le travail, il faut effectivement aussi qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui sont en cours de travail, mais on va vraiment leur montrer ce sur quoi on s'était engagé à travailler. Est-ce que le résultat leur convient? Comment on peut l'améliorer? Et donc après, à ce moment-là, on va pouvoir modifier le carnet de produits et repartir de zéro en resélectionnant un certain nombre de sujets et relancer un sprint. À la fin du sprint, on n'oubliera pas aussi de faire une rétrospective de sprint. Donc cette rétrospective, ça va être justement de prendre un peu de recul, de prendre une petite heure pour dire comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans la manière de travailler et de s'améliorer de manière vraiment très régulière. On verra ça aussi comment on l'a mis en place dans notre agence, de manière moins régulière que par les sprints, mais bon, voilà, on a trouvé aussi la manière qui nous allait bien pour le faire. Donc voilà un petit peu rapidement brosser la manière de réaliser un travail en Scrum. Donc ça marche très bien pour les équipes informatiques, mais ça va marcher pour un certain nombre de professions différentes et en particulier dans la nôtre, ça peut être aussi intéressant à mettre en place. Alors soit nous, on a commencé plutôt en prenant un certain nombre de ces pratiques, les mêlées quotidiennes, les rétrospectives de sprint, les itérations, on n'a pas forcément tout fait, mais l'idée c'est que chacun essaye de comprendre les bénéfices qu'il peut en tirer et essaye de mettre en place ces différentes pratiques. Alors Scrum, c'est un cadre de travail. Un autre cadre de travail que je vais vous présenter aussi brièvement, c'est Kanban. Donc Kanban, c'est un cadre de travail qui vient directement de l'industrie automobile et de l'industrie japonaise, en particulier Toyota dans les années 60-70. Où en fait l'idée du Kanban, c'est de matérialiser pour tout le monde, donc avec cette idée aussi de transparence pour l'équipe, de matérialiser la manière dont on travaille et de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut s'améliorer aussi dans la manière dont on travaille. Donc là à gauche, vous voyez un travail en Kanban qui s'est fait à l'agence il y a quelques années. Donc l'idée, c'est de dire voilà, comment nous on travaille, comment on choisit des sujets à traiter, à quel moment on les traite, est-ce que derrière il y a des validations ou des présentations et quels sont les retours qu'on a et on essaie de modéliser donc ça va être dans un sens de gauche à droite avec un principe d'avancement et puis
éventuellement, dans l'autre sens, on va pouvoir aussi mettre, par exemple, les spécialités, donc les choses à faire pour l'architecte, pour les ingénieurs. On peut diviser comme ça le travail. Et on voit aussi sur ce petit exemple, donc qui n'est pas un exemple du bâtiment, mais qui est un exemple là sur de la formation et un exemple plus administratif. On voit aussi qu'on peut après à l'intérieur un peu découper comme on veut. L'idée c'est vraiment de modéliser la manière dont on travaille, comprendre déjà comment on travaille. Et puis une fois après, on va utiliser des post-it, donc ces fameux post-it chers aux pratiques agiles, qui vont nous permettre sur chaque post-it, en fait, un post-it va correspondre à un sujet à traiter. Et le post-it va se promener dans le processus de travail. Et un des aspects très intéressants avec le Kanban, c'est qu'on va voir, par exemple, quand une case est très remplie, ça va nous permettre de détecter des goulets d'étranglement. Par exemple, qu'il y a un moment, il y a une demande de validation. Toutes les validations sont faites, par exemple, par un chef de projet ou un directeur d'agence. Et à un moment, on voit qu'il y a trop de validations. Et comme il ne fait pas ces validations, derrière, l'équipe est ralentie ou l'équipe est obligée de passer outre et du coup prend des risques vis-à-vis des engagements qu'elle a avec le client. Donc le Kanban est assez intéressant pour ça, c'est vraiment que tout le monde va avoir une visibilité et une transparence sur la manière dont l'équipe travaille, et on va se rendre compte comme ça, de manière purement graphique, donc ça parle pas mal aux architectes, où sont les problèmes dans notre manière de travailler, et puis on va faire évoluer ce Kanban en faisant évoluer littéralement nos manières de travailler. Donc là, voilà, vous avez deux cadres méthodologiques que je vous ai présentés. Donc le Scrum, qui est un cadre assez normé, dans lequel les rôles sont assez définis et qui est intéressant vraiment à tester comme ça un peu de but en blanc, mais un peu difficile parce que la marche est un petit peu haute pour tout mettre en place d'un seul coup. Et puis un cadre méthodologique peut-être un peu plus basique à l'origine, mais qui est assez riche aussi, qui est le Kanban, où on va déjà commencer par modéliser nos processus à l'aide de post-it. Donc effectivement, ça marche mieux quand on est tous colocalisés dans le même endroit, mais il y a des outils comme Brix par exemple qu'on développe ou d'autres qui permettent aussi de gérer ça, voire de faire ça marche assez bien, de faire aussi un tableau Kanban à un endroit avec des post-it, parce que c'est assez rigolo aussi, il faut bien l'avouer, assez matériel comme aspect, et puis de reproduire après une partie dans un tableau numérique. Est-ce que je regarde s'il y a des questions peut-être? Alors, Dominique Barrière qui demande: le Lean Startup s'inspire de cette méthode. Tout à fait, oui. Alors, les pratiques agiles, justement, elles sont déclinées dans pas mal de, de cadres méthodologiques, dont le Lean Startup, c'est un cadre méthodologique. Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'il y a le terme Lean qui apparaît. Donc c'est vrai que moi je vais parler plus d'agilité, mais il y a le Lean d'ailleurs si vous lisez le guide Scrum, vous verrez que maintenant on parle plus d'agilité, mais on parle de Lean. Le Lean, c'est aussi des pratiques qui viennent de l'automobile, c'est plutôt des pratiques, on va dire pour moi les deux grands aspects. Le Lean, on va le retrouver plutôt dans le chantier, sur les chantiers. Donc on va voir aussi, il y a un certain nombre de pratiques, en particulier aussi avec des tableaux Kanban, justement, c'est partagé avec l'agilité, ces tableaux Kanban. Et donc on va essayer de modéliser les processus pour essayer d'être vraiment plutôt dans l'aspect lean, donc ça veut dire maigre, donc c'est d'être le plus efficace possible. Donc sur un chantier, ça va être plutôt intéressant. Par contre, moi je me suis plutôt intéressé à l'agilité, parce que plutôt sur des phases de conception, où là l'idée c'est pas forcément d'être le plus efficace pour être efficace, mais c'est plutôt l'agilité, elle va être plutôt, c'est ces aspects d'adaptation au changement, de remise en cause, de valorisation de la remise en cause, et donc qui sont plutôt des sujets qui nous intéressent dans les parties de conception. Mais le Lean Startup, en effet, c'est aussi un cadre méthodologique des pratiques agiles et Lean. Il y a une deuxième question de Florence. Bonjour, les termes de Scrum et Sprint peuvent-ils être traduits en français? Alors, Sprint, oui, on va dire que c'est une itération. Donc, c'est vrai, alors je reviens sur ma slide. Sprint, donc on va dire que c'est une itération. Donc, on aurait pu mettre une itération. Et Scrum, bon, Scrum, c'est quand même, c'est pas une marque déposée, mais c'est un nom un peu officiel. Donc le Scrum, c'est une mêlée. Donc en effet, c'est l'idée un peu de la mêlée de rugby, où on va essayer ce qu'on voyait un petit peu, si je reviens un petit peu voilà, là, sur la pratique numéro 12, réfléchir à adapter. Vous voyez que les gens sont un petit peu, ils forment une sorte de mêlée. Et donc l'idée, c'est que tout le monde se mette ensemble et que l'équipe essaye dans cette mêlée de produire le meilleur résultat possible. Donc Scrum
Scrum la mêlée et Sprint les itérations. Donc c'est de travailler en découpant le temps. Alors je regarde aussi dans les commentaires. Non, donc j'avais 2 questions. Donc merci pour ces questions. Donc on va continuer, je regarde le temps. Alors on va continuer avec, alors moi je me suis intéressé plutôt pour l'agile pour le BIM, mais c'est vrai que c'est des pratiques de projet, on va voir par la suite qui sont pas forcément, induite par le fait que vous travaillez en BIM. Si vous travaillez de manière, un dessin plus traditionnel, il y a pas de souci, ça marche aussi. Là, je vais faire un petit, détour justement par, ces pratiques Agile BIM. Donc je vous dirai à la fin, on a au tout début, là, vous avez le site agilebim.org sur lequel vous pouvez retrouver un peu plus en détail ces différentes pratiques plus adaptées au BIM. Donc c'est pas celles qu'on va évoquer par la suite. Mais voilà, il y en a certaines qui sont vraiment, très adaptées au BIM et l'idée, c'est qu'on a essayé nous aussi de créer un cadre méthodologique en allant chercher différentes pratiques, agiles et des pratiques de travail, issues des pratiques de BIM management. Essayer de les mettre ensemble pour essayer de faire que, sur un projet, BIM, on puisse dire: «Voilà, on va mettre en place toutes ces pratiques et on va essayer de voir si ça permet de bénéficier au projet». Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, il y a une partie qui est sur la partie organisation, qui va s'inspirer du Scrum. Il y a une partie qui est les pratiques, fonctionnelles, donc au jour le jour, comment on travaille avec des principes de ce qu'on appelle, le cadre méthodologique Extreme Programming. Et puis, il y a un socle technique qui va être là autour des pratiques orientées objets, donc vraiment la manière de structurer la donnée dans le BIM. Donc n'hésitez pas à aller sur le site agilebim.org pour avoir plus d'informations sur ces différents aspects. Donc là, je vais un petit peu détailler certaines, pratiques agiles. Donc la première qu'on a mise en œuvre, nous, sur un projet de bâtiment industriel qui était assez complexe avec plusieurs ouvrages différents. Et l'équipe, ça partait un peu dans tous les sens. Ils avaient un peu du mal à s'organiser et à avoir une vision globale un peu de qui fait quoi, parce que chacun travaillait sur un bâtiment et il y en avait un peu dans tous les sens. Donc on a mis en place ces pratiques. Donc vous voyez moi de dos là, avec l'équipe. Donc on avait fixé une heure. Donc l'équipe s'était dit, bon, avait vu quelle était l'heure qui les arrangeait. Donc là, c'était plutôt en fin de matinée. Et donc, alors souvent, on appelle ces projets, alors encore un anglicisme, on appelle ces réunions des stand-up meetings, donc des réunions debout. L'idée, c'est de rester debout pour que la réunion soit vraiment courte. Il faut que la réunion fasse pas plus de 15 minutes. Et donc, dans cette réunion, qu'on va essayer de faire tous les jours, on va juste se dire qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et quels sont nos points de blocage s'il y en a. Et on va faire juste un tour de table rapide comme ça, d'une dizaine, quinzaine de minutes, où chacun va donner ses 3 points. Et après, s'il y a des gens qui ont des réponses pour leur partenaire ou si ils ont envie d'aller plus loin sur certains sujets, ils vont pouvoir après se réunir en petits groupes. Mais l'ensemble de l'équipe ne va pas être mobilisé pendant des heures sur des sujets qui ne la concernent pas forcément. Et donc cette pratique, elle a vraiment servi. Alors maintenant, on a des équipes qui travaillent avec certains collaborateurs qui, pour certains, sont retournés dans leur pays d'origine ou certains même maintenant ont déménagé dans d'autres villes. Et du coup, ces équipes, elles continuent de manière hybride à avoir ces points réguliers qui sont vraiment très très courts, qui s'intercalent souvent d'ailleurs entre d'autres réunions, surtout pour le chef de projet, et donc qui permettent à l'équipe de se synchroniser. Alors oui, l'objectif, c'est de synchroniser l'équipe. Alors là, je vous en parle au niveau en interne d'une agence avec des projets en effet où il y a un certain nombre de collaborateurs qui sont mobilisés, mais ça peut être aussi au niveau d'un groupement. Alors on sait que les ingénieurs, par exemple, ils ne travaillent pas tout le temps sur le même projet, nous aussi d'ailleurs. Mais on peut dire que ce point, par exemple, il se fait 2 fois par semaine. Après, c'est vraiment à chaque équipe de se dire, l'idée, c'est de faire un point rapide et de se tenir au courant de ce qu'on fait. Donc après, si c'est 2 fois par semaine, si c'est 3 jours par semaine, c'est à chacun de voir comment il est le plus, comment il sent le truc et comment ça peut être efficace pour son travail. Mais cette pratique de vraiment avoir cette réunion très courte, pratique qu'on n'a pas forcément d'habitude, elle est plutôt intéressante. Elle renforce aussi l'esprit d'équipe parce que voilà, on sait qu'on va retrouver son équipe à heure fixe, peut-être avec où on va pouvoir aussi parler en interne d'un groupement. C'est pas forcément des réunions avec le client et tout, donc c'est un autre rythme qui peut être intéressant. Et le travers, pour le chef de projet, ça va être de transformer ces réunions en réunions de reporting, juste pour un peu espionner qui fait quoi dans l'équipe. Donc effectivement, l'idée, c'est pas ça, c'est vraiment juste de partager l'avancement de son travail avec ses partenaires.
Le travail en itération, donc voilà, c'est pas des sprints, des itérations, j'ai bien écrit cette fois-ci. Donc l'idée là, un petit peu le schéma Scrum que je vous ai montré tout à l'heure, adapté au travail de conception. Donc l'idée, ça va être de constituer ce carnet d'itération. Donc le chef de projet va être en charge dans un outil. Alors ça peut être très basiquement une feuille Excel, ça peut être l'outil Brix que je vous présenterai tout à l'heure, ou d'autres outils de gestion de projet généralistes, de lister, enfin en tout cas d'avoir un endroit, une base de données des différents sujets à traiter sur le projet. Et puis après, de se donner ce rythme d'itération, souvent à travers le rythme des réunions de conception. Donc par exemple, en général, on a ça toutes les semaines. Donc se caler, d'utiliser vraiment ce carnet d'itération pour faire un suivi des différents sujets, d'essayer sur chaque itération de se dire c'est pas l'ensemble du tableau qu'on va traiter, mais on va réduire à 5 ou 10 sujets à traiter et on va se concentrer là-dessus, et tous les membres de l'équipe vont s'engager à produire quelque chose pour la phase d'après, pour que le rythme de développement soit vraiment régulier. Et puis à l'intérieur de ces itérations, éventuellement, on aura des ateliers thématiques pour les différentes problématiques du projet, donc les gens vont pouvoir se réunir entre eux. On va peut-être mettre en place des pratiques de réunions journalières ou tous les 2 jours pour juste se tenir au courant de l'avancement et voir que les délais seront bien tenus à la fin de l'itération. Et puis à la fin de l'itération, si on travaille en BIM, on va pouvoir publier la maquette, avoir un incrément de maquette qu'on va pouvoir montrer en réunion, peut-être même dans certaines réunions utiliser de la réalité virtuelle par exemple pour montrer aux clients. Donc les itérations, en effet, l'idée c'est pas forcément de montrer aux clients à chaque fois, surtout quand on fait toutes les semaines, mais ça peut être une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois, et à ce moment-là, peut-être on peut prendre un peu plus de temps pour utiliser la maquette numérique comme un moyen de communication avec de la réalité virtuelle, par exemple. Ça peut être un bon moyen d'exploiter ces données. Donc voilà, c'est par exemple un exemple d'adaptation du travail en itération au travail de conception de projet, en particulier avec le BIM. Donc ça, c'est qu'un exemple. Après, en effet, chacun est libre d'adapter différemment en allant piocher un petit peu dans les différentes pratiques. On va voir justement comment, une fois qu'on s'est un peu décidé sur une manière de travailler, comment cette manière, l'idée c'est surtout pas qu'elle soit fixe et immuable, mais c'est surtout justement d'avoir une pratique d'amélioration continue. Et donc ça, c'est la deuxième pratique qu'on a mis en place à l'agence et qu'on a vraiment généralisé à tous les projets, qui fonctionnent très bien, sont les rétrospectives. Donc les rétrospectives, c'est un moment à la fin d'une phase, d'une itération de projet. Alors souvent dans Scrum, par exemple, c'est toutes les itérations. Donc c'est toutes les semaines, c'est assez régulièrement. Nous, on a décidé que c'était à la fin de chaque phase. Et donc à la fin de chaque phase, l'équipe de projet va se regrouper et va prendre 1 heure et demie pour discuter sur voilà, comment ça s'est passé dans le projet. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un état d'esprit positif. L'idée, c'est pas de commencer à déblatérer sur les uns ou sur les autres. L'idée, c'est d'être dans une démarche constructive et d'en sortir à la fin de la réunion. Il faut qu'on sorte avec des choses concrètes pour que les choses aillent mieux et qu'on puisse mieux travailler. Donc il va y avoir souvent 3 temps. Alors il y a il y a plusieurs schémas, il y a toute une littérature sur les rétrospectives, il y a plein de manières de les faire. Nous, on utilise un schéma assez classique, mais pour l'instant, on l'a pas encore épuisé, donc on continue à utiliser. Donc on va dire déjà qu'est-ce qui fonctionne bien, parce que c'est bien un moment que l'équipe elle se dise, voilà, je sais pas, la communication s'est bien placée, l'état d'esprit était bon, le résultat on est content. Bon, il faut dire des choses positives, commencer par ça permet de rassembler un petit peu l'équipe. Dans un deuxième temps, on va pas dire ce qui s'est mal passé, mais on va dire plutôt qu'est-ce qu'on estime qu'on peut améliorer. Donc l'idée, c'est pas de pointer tel ou tel dysfonctionnement, c'est plutôt de dire voilà, moi je sens que ça, on pourrait mieux le faire. Et j'ai déjà une idée en tête souvent, comment je pourrais l'améliorer, ou je vais en parler justement avec mes autres partenaires pour que quelqu'un peut-être a une idée pour améliorer ça. Mais l'idée, c'est de mettre le doigt sur des points un peu durs, des points qui pas forcément, qui fonctionnent pas forcément super bien. Et puis dans un troisième temps, donc à chaque fois, on va souvent utiliser donc on va le voir par la suite, on va souvent utiliser un tableau post-it pour mettre un peu tout ça. Et à la dernière étape, ça va être de dire, voilà, chacun va faire des propositions concrètes. L'idée, c'est vraiment des propositions le plus concrètes possible qui peuvent se réaliser en 1 heure ou 2 maximum, pour que dès la sortie de la réunion, on puisse mettre en place ces améliorations.
Donc là, par exemple, un exemple d'une des premières rétrospectives qu'on a réalisées à l'agence. Donc là, voilà, on a ces 3 temps symbolisés par des post-it de 3 couleurs. Donc à chaque fois, on a 10 minutes un petit peu d'introspection. Chacun écrit une idée par post-it. Il y a un animateur qui va les rassembler un petit peu par thème. Et après, on prend une vingtaine de minutes pour en discuter ensemble. Chacun va essayer d'expliciter un peu plus les idées qu'il a mis en œuvre. Et puis, à la fin du projet, on va lister un petit peu les améliorations concrètement que les gens proposent. Et s'il y en a trop, on va voter aussi, parce que l'idée, c'est de se dire, s'il y a 10 améliorations proposées, on sait très bien que voilà, on va être repris après dans le rythme du travail, on ne va jamais les mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est d'en sortir 3 ou 4 maximum et de les définir le plus concrètement possible pour qu'elles aient une chance d'être mises en œuvre. Donc après, nous, on a une fiche rétrospective qui va, alors au début qui était manuelle, maintenant on l'a informatisé. Mais au début, voilà, on n'a pas cherché à faire un truc très compliqué. On a fait un gabarit dans Word et puis on éditait ça à chaque fois qu'on faisait une rétrospective avec voilà, la liste, un petit peu le résumé des choses à conserver, des choses à améliorer et puis le plan d'action qui est mis en place derrière. Donc ça, c'était en interne. Après, on a commencé à la réaliser aussi dans des groupements de projets. Et donc, en fait, comment on a pu mettre ça en place, c'est qu'on l'a intégré dans nos conventions BIM. Donc, quand on a on fait parfois des missions de BIM management, ou alors quand on doit faire des remarques sur la convention BIM, on suggère au BIM manager de l'intégrer. Et donc, on a un petit chapitre comme ça sur essayons de prendre ce temps ensemble pour s'améliorer. Alors, c'est dans la convention BIM parce que on va dire que c'est un bon vecteur pour introduire ce genre de pratique, mais l'idée, c'est que tous les participants du projet soient là, qui travaillent avec, ou qui soient à Modeler BIM ou pas, quoi. Donc là, il y avait une entreprise, un bureau d'études, et voilà. Donc là, souvent, il peut y avoir des points un peu plus durs. Voilà, chaque société travaille un peu à sa manière, donc c'est plus difficile de dénouer un petit peu, mais bon, c'est pour l'animateur d'ailleurs, c'est un travail un peu de psychologue qui est assez intéressant. Et puis quand même, quand on va être amené à passer d'une phase APS à un APD ou un APD à un pro, ça peut être intéressant quand même de se dire un peu les choses et de lister des améliorations à mettre en œuvre concrètement. Voilà un résumé un peu. Donc derrière, ça donne lieu, par exemple, à un mail. Donc là, on avait utilisé la plateforme Croquis. Donc on s'était dit, oui, en effet, voilà, Croquis, ça a bien fonctionné. Donc c'est bien de dire que ça marche bien. Bon, par contre, en choses à améliorer, on avait listé aller plus loin dans la résolution des clashs des maquettes. Donc peut-être qu'on n'était pas allé assez loin dans cette étape-là. Et puis les actions concrètes à mener. Utiliser uniquement en croquis pour les échanges de fichiers. Donc peut-être il y avait des gens qui n'étaient pas complètement formés là-dessus. Donc là, on redit bien que c'est la plateforme unique d'échange. Déposer un jeu de plan au niveau PDF en l'état associé à chaque livraison de maquette. Donc c'est de se dire, oui, on livre pas que la maquette, mais on livre aussi des plans pour ceux qui peuvent pas forcément ouvrir les maquettes. Donc voilà, c'était les pistes d'amélioration proposées. Donc là, on a vu la période un peu post-it, et puis bon, voilà, la pandémie est passée par là, on s'est adapté, et donc nous, on a mis en place en interne, donc on utilise la suite collaborative Google, donc on l'a mis en place avec un outil qui est pas très connu, qui s'appelle Google Drawing, qui est un petit outil de Google qui permet d'avoir une sorte de tableau blanc. Donc on fait 3 colonnes et puis chacun met ses petits post-it comme ça. Donc parfois on fait en mode hybride avec des gens à distance et puis des gens en local. Même peut-être parfois même on l'a fait avec des post-it ou après on les recopiait dans le tableau partagé. Et puis on le fait aussi sur des. Là on voit que c'est sur un projet du Grand Paris dans lequel on a mené cette pratique donc avec un outil qui s'appelle Klaxoon, une plateforme de tableau blanc en ligne, et qui nous a permis, avec un modèle, vous voyez, un peu plus complexe, qui nous a permis aussi de mener à bien cette séance de rétrospective, là vraiment orientée sur les pratiques BIM. Voilà dans les grandes lignes les rétrospectives. Alors je vais regarder s'il y a des questions. Tac, 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 tac. Alors j'ai 2 questions dans l'onglet questions. Les startups, tac, tac. Bon, il y avait 2 questions, mais je crois que j'y ai répondu. J'en vois pas d'autres pour le moment. Donc n'hésitez pas. Donc maintenant, on va continuer sur. Donc là, on a vu ces réunions, les daily meetings qui permettent
de faire des petites réunions pour améliorer la communication, le travail en itération qui permet vraiment de découper le travail de manière un peu plus formelle et que l'équipe s'engage surtout à chaque itération sur des avancements de projet pour vraiment rythmer l'avancement du projet. Et puis ces rétrospectives qui permettent en effet que les pratiques qu'on met en œuvre ne soient pas statiques, mais qu'en permanence elles s'adaptent à l'équipe, à la manière de travailler de l'équipe, à la manière dont elle est constituée, au type de projet auquel elle doit répondre. Après, un des autres aspects importants, on parlait tout à l'heure donc dans les itérations de carnet d'itération. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la plateforme qu'on a montée et qui va permettre justement de résoudre ce problème de carnet d'itération. Donc, comment le faire? Donc, c'est vrai que je disais qu'on peut le faire sous forme de tableau Excel, donc une liste de sujets à traiter avec un certain nombre de paramètres. Mais c'est vrai qu'Excel, ça va pas forcément nous permettre de mettre beaucoup d'images, de mettre beaucoup d'échanger sous forme, sous forme de commentaires. Donc, Brix va permettre d'aller un petit peu plus loin dans ces pratiques-là. Donc, l'idée, en effet, c'est de découper le projet donc on l'a découpé en itération. Maintenant, on va le découper en sujets, qui va être l'unité de base un petit peu de l'avancement du travail. Et donc, on va lister tous les sujets qui vont être à résoudre. Et dans chaque sujet, on va essayer d'aller assez loin dans la description de ce sujet, donc pour que n'importe quel collaborateur après puisse prendre en compte ce sujet, le traiter avec toutes les informations requises pour le faire de la meilleure manière possible. Donc, on va dire quelles informations il doit prendre en compte. Donc, ce carnet de produits, ces différents sujets, c'est un document qu'on va vraiment utiliser pendant la réunion de conception. On va prendre sujet par sujet, on va dire, OK, il y a ça à faire, donc voilà, toi, l'ingénieur, tu es au courant qu'il faut prendre les choses de telle manière, il faut vérifier tel ou tel paramètre, donc OK, on l'écrit, l'architecte, lui, il sait qu'il doit faire telle ou telle chose. On va éventuellement découper ce sujet en tâches qui vont être attribuées à différentes personnes de l'équipe. Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'itération, ce sujet soit résolu. Donc dans Brix, on va pouvoir aussi échanger sous forme de commentaires. Donc en fait, tout aussi le travail qu'on va faire par échange de mails. Donc le problème du mail, c'est voilà, déjà on en reçoit trop. C'est une information qui est non structurée, donc on a du mal souvent à retrouver l'information. Donc là, tous ces échanges par mail, on va les mettre dans la plateforme en les hiérarchisant sujet par sujet. Et quand on a quelque chose à dire sur un sujet, on vient faire des commentaires dans le sujet. Et comme ça, derrière, on a une traçabilité. Une fois que le sujet est terminé, il est résolu, on passe à autre chose, on garde toute la traçabilité et les échanges à l'intérieur de ce sujet. Donc, ça va être plus facile après de retrouver pourquoi on a fait tel ou tel choix. Voilà. Donc, on va mettre une description, j'ai dit, des tâches, un responsable ou des responsables s'il y a plusieurs sujets à traiter. Et on va pouvoir y associer des documents ou des images, même une maquette numérique. Et puis, on aura, à l'intérieur de l'itération, on va avoir des échanges entre les participants, non plus par mail, mais par commentaire à l'intérieur du sujet. Après ces sujets, on va venir les regrouper et justement, on a vu ce travail en itération. Donc, on va avoir une vue aussi qui va nous rappeler un petit peu le Gantt, dans laquelle on va découper les différentes phases du projet en itération. Et à chaque fois qu'on va avoir une itération, on va à l'intérieur y associer différents sujets à traiter. Donc, l'idée, c'est pas d'être dans cette logique vraiment de Gantt où on planifie tout à l'avance. L'idée, c'est d'être dans cette logique où on constitue le carnet de produits et à chaque itération, ou éventuellement le chef de projet, justement, pour donner quand même un minimum de visibilité, il peut pré-remplir les sujets à traiter 2 ou 3 itérations à l'avance, sachant que ça peut toujours s'adapter au dernier moment. Et donc, on va, pour chaque itération, se mettre d'accord sur la liste des sujets à traiter. Et après, l'équipe va vraiment se concentrer uniquement sur cette liste de sujets à résoudre pour la fin de l'itération. Et donc pendant l'itération, comment elle va travailler? Là, elle va utiliser pour le coup une vue, donc toujours la vue de ces mêmes listes de sujets, mais cette fois-ci, on va avoir une vue en tableau Kanban dans lequel on va pouvoir, donc classiquement, alors c'est en anglais aussi la capture d'écran, pardon. Donc il y a les sujets qui sont à faire, les sujets qui sont en cours, les sujets réalisés. Alors comment on va vraiment matérialiser, nous, notre processus de conception? Peut-être qu'on va ajouter une colonne, par exemple, validation, ou une colonne en attente si la personne qui est en charge d'un sujet en attend d'une réponse d'une autre personne. Donc on peut comme ça créer les colonnes qui nous vont bien pour matérialiser la manière dont on travaille. Et donc toute l'équipe va avoir cette vue d'ensemble des différents sujets à traiter et voir comment, à quelle phase d'avancement ils sont.
peut cliquer après sur chaque sujet pour avoir le détail, pour pouvoir mettre des commentaires à l'intérieur. Après ces différents sujets, on peut aussi les connecter. Donc, si on travaille en BIM, on peut les connecter à la maquette numérique. Donc, la plateforme Brix intègre un viewer dans lequel on peut charger des modèles et on peut faire créer des commentaires et des sujets directement depuis la plateforme avec une capture d'écran du point de vue. Donc, ça va permettre d'avoir des échanges plus efficaces autour de la maquette. On peut aussi connecter l'application. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler avec un flux d'informations dans lequel on a une base de données de fichiers, donc qui n'est plus un serveur de fichiers, mais qui va être des fichiers dans le cloud, donc que ça soit un cloud, on va dire, neutre, type Google Drive ou OneDrive, ou un cloud plus spécifique, comme des outils d'Autodesk ou Archicad. Et à l'autre côté, de plus en plus, on utilise des outils de chat, Slack ou WhatsApp, ou des choses comme ça. Et au milieu, on va avoir un outil qui va être par exemple Brix, qui va permettre de structurer l'information. Et ces outils vont communiquer entre eux. Donc, on va pouvoir aller chercher des fichiers pour commenter un sujet dans Brix. Quand un sujet est résolu dans Brix, il va pouvoir envoyer une notification dans Slack ou dans Google Chat, par exemple, pour que l'équipe, que l'information circule de la manière la plus fluide possible. Alors, là je vois 2 questions, donc je vais faire une petite pause. Donc Florence qui demande: «Avec une telle organisation, les tâches peuvent-elles être transmises facilement, indifféremment aux personnes?» Alors l'idée, en tout cas dans l'approche Scrum, c'est justement que le product owner, qui est souvent un peu, c'est pas exactement la même chose, mais qui est, on va dire que souvent ça va être le chef de projet qui va endosser ce rôle, qui a un rôle un peu différent. L'idée justement, c'est qu'il ait plus une relation forcément hiérarchique avec son équipe. Lui, son travail, c'est vraiment de donner et de transmettre une information la plus claire possible à l'équipe. Et après, c'est l'équipe qui va s'auto-organiser pour dire: moi, je suis le plus à même de se réaliser cette tâche. Par contre, elle va s'engager à la réaliser pendant l'itération. Donc, cet engagement, il est assez fort, mais ça responsabilise aussi les gens. Et donc, le chef de projet ou le product owner n'aura plus ce rôle forcément d'attribution des tâches, qui est pas forcément plus mal. Donc les gens vont être responsabilités, ils vont avoir peut-être plus d'engagement dans leur projet, et le chef de projet est déchargé d'une tâche d'organisation dans lequel il n'est pas forcément le plus efficace, et souvent les gens entre eux savent mieux comment résoudre les sujets et qui est le plus à même de le faire, qu'un chef de projet qui va imposer son point de vue et qui va peut-être aussi provoquer des réactions négatives et qui vont pas forcément aider à la fluidification du travail. Donc l'idée en effet de donner de la transparence, de lister tous ces sujets pour que tout le monde ait la plus de visibilité. Derrière, l'idée, en effet, c'est d'arriver à un système où chacun vient piocher en s'engageant, effectivement, c'est pas juste un self-service, en s'engageant à réaliser les sujets, il vient piocher dans cette liste et pour faire avancer le projet. Donc toute personne y a accès sans niveau hiérarchique, oui, donc un peu sur le même sujet aussi. Alors, on peut gérer des droits, en effet, c'est possible. Après, donc dans Brix en particulier, il y a un système d'équipe. Donc par exemple, si on se dit qu'on travaille avec le client, en effet, on va peut-être pouvoir gérer un groupe avec sa liste de sujets, son Kanban associé, un groupe où il n'y a pas forcément le client dedans. Et puis par contre, pour gérer les sujets, le product owner ou le chef de projet, il va peut-être avoir un groupe avec le client dans lequel il va, au fur et à mesure, lui poser des questions. Par exemple, les fameux fichiers de questions-réponses qu'on a avec les clients, on reçoit des grands tableaux Excel, on ne sait jamais qui a la bonne version, il faut l'envoyer à nos partenaires et tout. Là, on va utiliser un groupe pour faire le jeu des questions-réponses avec le client. Donc on va comme ça découper, mais plutôt de manière fonctionnelle et pas forcément avec une notion de hiérarchie. L'idée, c'est justement dans les sujets, quand on a des tâches, ça va être les projeteurs ou les dessinateurs qui vont prendre en charge ces tâches. Donc il faut aussi qu'ils aient la visibilité d'ensemble pour bien comprendre le sujet qu'ils doivent résoudre. JC Vaillant qui nous dit: «Méthode intéressante, plutôt adaptée à des agences regroupant plusieurs collaborateurs». Alors, est-ce qu'un architecte indépendant peut trouver un intérêt particulier? Alors déjà, on peut l'utiliser tout seul. Moi, ça m'est longtemps arrivé j'utilisais beaucoup Trello, qui est un outil plus généraliste, mais qui permet de traiter aussi comme ça et d'organiser son travail. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment ça, il y a des personnes qui trouvent ça complètement inutile. Mais déjà, quand on utilise pas mal les post-it au jour le jour pour noter des idées, là, ça permet de les noter dans un tableau et puis d'avoir cette notion d'avancement pour savoir au jour le jour quelles sont les tâches les plus importantes.
J'oubliais de préciser en effet qu'un des rôles du chef de projet ou du product owner, justement, c'est aussi de hiérarchiser et de prioriser les tâches qui sont dans cette liste. Donc l'équipe, elle va pas choisir n'importe quelle tâche, elle va aussi choisir les tâches qui sont le plus haut dans la liste, les tâches qui sont le plus prioritaires. Et donc, donc en tout cas, de manière personnelle, ça peut aussi aider à s'organiser. Et puis, même si on est toutes les méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure, justement, j'ai essayé d'en parler à un niveau agence. Donc, c'est vrai que moi, je travaille dans une agence où on est pas mal de collaborateurs. Donc, sur chaque projet, souvent, il y a plusieurs personnes. Donc, c'est peut-être en effet plus adapté en interne, mais on peut aussi essayer de le mettre en place. Souvent, on travaille quand même pas tout seul, et on travaille avec un ingé structure, avec peut-être un paysagiste. Donc voilà, essayer de regrouper déjà ces personnes, ou peut-être aussi dans les phases de chantier directement avec l'entreprise, d'avoir un tableau où on va lister les différents sujets à traiter sur le chantier, et l'entreprise directement va pouvoir noter où elle en est, faire des états d'avancement, des choses comme ça peut aussi fonctionner. Donc il faut vraiment le voir à chaque fois en interne dans une entreprise, et aussi au niveau de l'équipe de projet, ou dans la relation aussi, purement dans la relation avec son client. Donc ça peut marcher dans différentes manières. Il faut essayer d'envisager un peu tous ces aspects-là. Je regardais s'il y a aussi des questions dans les commentaires. Non, tout le monde a bien compris le système de la fenêtre des questions-réponses. Alors n'hésitez pas à rajouter encore des questions. Donc maintenant, voilà, la question, c'est peut-être beaucoup d'informations, une approche assez différente qui interroge pas mal. Et c'est vrai que oui, c'est un des principaux sujets auxquels on est confronté, c'est que voilà, ça remet en cause pas mal de choses, et donc on se demande un peu par où commencer. Donc moi, je vous ai un petit peu fait part de la manière dont on avait procédé chez Enya, donc en travaillant avec ces réunions courtes quotidiennes, ces pratiques de rétrospective, cette formalisation de l'avancement du projet par itération. Donc l'idée globalement, c'est de commencer souvent par quelque chose d'un peu petit, de ne pas se lancer dans mettre en place Scrum comme ça du premier coup, sans se faire accompagner par un spécialiste. C'est vrai que c'est peut-être un peu ambitieux, mais donc peut-être choisir une de ces pratiques qu'on a vues. Vous pouvez en voir d'autres sur le site agilebim.org. Choisir une de ces pratiques, essayer de la mettre en œuvre, et surtout rentrer dans ce processus d'itération continue avec des rétrospectives, ou en tout cas des moments où on s'interroge, voilà, est-ce que ça fonctionne bien, comment on pourrait faire que ça fonctionne mieux, et en permanence avoir du feedback en interne auprès de ses collaborateurs pour tous s'interroger de manière collective sur la meilleure manière de travailler et de mettre en place ces approches-là. Et en effet, il ne faut pas se mentir, c'est quand même un chemin assez long, mais qui est très intéressant, parce que au-delà justement des aspects purement BIM, purement techniques, de logiciels, d'informatique, en fait, on rentre vraiment dans la question des rapports humains et de la gestion de la collaboration, qui est vraiment quelque chose de purement humain. Et donc voilà, c'est assez passionnant aussi, mais c'est vrai que ça prend du temps, parce que il faut vaincre pas mal de résistance au changement. Il faut essayer de convaincre les gens progressivement. Il faut mettre en place ça. Il faut avoir une gestion du risque, parce qu'en effet, quand on remet en cause les choses, il faut quand même que le projet à la fin il soit rendu. Donc voilà, c'est un sujet assez passionnant. Et donc pour vous aider un petit peu là-dedans, alors nous on a mis en place plusieurs choses. Donc il y a mon partenaire Sébastien Lucas, qui travaille avec moi sur Brix, qui propose une formation sous forme de série de mails. Donc vous avez le QR code aussi pour aller sur la page pour vous abonner. Vous retrouverez ce lien aussi sur le site agilebim.org. Donc vous pouvez vous inscrire en mettant votre email, et donc vous recevrez après toutes les 2 semaines un email qui vous parlera d'une pratique agile que vous pouvez mettre en œuvre dans vos travaux. Hop, je vous le remets. Éventuellement, j'ai pas prévu le lien pour le mettre en commentaire. Hop là, vous avez aussi, on a publié un livre blanc sur ces pratiques agiles, donc dans lequel on liste justement un peu les différents problèmes qu'on va rencontrer dans les agences d'architecture, et comment on va pouvoir les régler avec donc les pratiques agiles qu'on a vues, mais aussi d'autres aspects qu'on traite dans ce livre blanc. Donc vous avez aussi le QR code pour vous rendre sur la page et puis obtenir une copie de ce document.
Et puis, si vous voulez tester l'application Brix, donc vous pouvez aller sur le site brixapp.io, donc vous avez le lien ici en bas, et vous pouvez vous inscrire. Donc vous avez le droit à 3 utilisateurs gratuits. Et puis, on vous proposera sûrement de prendre un rendez-vous pour, sur un. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses différentes à traiter. Donc l'idée, c'est aussi de vous accompagner, sous forme d'une petite réunion d'1 heure, dans lequel on peut prendre le temps d'analyser vraiment, vous, sur quel projet vous voulez mettre ça en place, comment on peut faire avec notre outil, et vous donner quelques conseils là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte, et on vous accompagnera au début pour débuter avec notre application, et de manière plus générale avec les pratiques agiles. On organise aussi des meet-up régulièrement. Alors, si vous allez sur le site agilebeam.org, c'est là où vous aurez le plus d'informations. Et donc, dans ces meet-up, il va y en avoir un la semaine prochaine, dans lequel on invite justement les fondateurs de Scrum. Donc, ça va être vraiment les fondateurs de Scrum aux États-Unis qui vont témoigner aussi de eux. Il y a une réflexion qui se fait aussi là-bas sur l'adaptation de Scrum au secteur du bâtiment. Donc, il y a vraiment une communauté aussi internationale sur ces sujets-là qui réfléchit à ces différents changements de méthode. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, Florence, toujours. Merci pour ces nombreuses questions. L'approche agile remet en question les fonctionnements traditionnels. Les moyens technologiques semblent essentiels. Peut-on imaginer l'apport agile sans ces technologies? Alors, je vous ai montré justement sur la partie rétrospective. Tout au début, on s'est bien gardé d'utiliser des outils technologiques, et aussi pour le Kanban. Vraiment, quand on a débuté ici, l'idée, c'était vraiment d'en parler avec une équipe, et juste de prendre un mur blanc, des post-it. On a acheté du scotch un peu fin là, et on a fait des colonnes, on a mis le titre des colonnes, et on a vraiment commencé comme ça, de manière très basique. Donc vraiment, oui, la technologie, elle est, en tout cas, nous on vient se rallier parce qu'on pense que le BIM, c'est ce côté de maquette numérique qui permet de rassembler tous les acteurs, et donc c'est un bon vecteur pour la convention BIM aussi. C'est un document dans lequel on parle de la manière dont on travaille, ce qu'on faisait pas forcément avant. Donc c'est un bon vecteur pour favoriser ces approches. Mais c'est vrai qu'on peut tout à fait les mettre en œuvre juste avec une pile de post-it de 4 couleurs différentes et des bandes de scotch sur un mur. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer, même sans tous ces outils. Ces outils vont être intéressants. Premièrement, de plus en plus, on travaille à distance, on travaille avec des partenaires qui ne sont pas forcément des mêmes sociétés, donc on n'est pas dans les mêmes locaux. Donc c'est vrai qu'à un moment, on va avoir besoin de ces outils, mais ils ne sont pas forcément un prérequis. Alors, je repasse, le livre blanc. Voilà. Donc, vous avez le QR code ici. Tac, 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 le livre blanc. Donc 2 fois, ok. Anonymous qui dit: tout le monde prend connaissance de l'ensemble des post-it, ou une table pour chaque personne. Non, l'idée, c'est vraiment, la base des pratiques agiles, et l'essence des pratiques agiles, c'est vraiment la transparence, le partage d'informations. Donc, si on n'est pas là-dessus, ce que je disais au tout début, c'est voilà, il ne faut pas se lancer dans ces pratiques-là. Il faut rester sur un système hiérarchique, ou avec des silos d'informations où chacun jalouse l'information de l'autre, mais il faut pas faire de l'agilité. L'agilité, ça nécessite en effet d'avoir une approche personnelle, et d'être convaincu que le partage d'informations, la transparence va être bénéfique pour l'amélioration du projet. Donc non, il faut essayer de trouver le moyen le plus efficace pour que ce tableau, de manière matérielle ou numérique, soit partagé avec le plus de personnes possible. Alors, Jean qui dit: il y a un danger d'en faire une usine à gaz et que le produit ne devienne pas prioritaire. Alors, c'est vrai que c'est pratique, on a vu, on va dire, c'est une ingénierie humaine à mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça que je disais bien, il faut commencer petit. Donc, mettez en place juste la petite réunion toutes les semaines. Vous en discutez toutes les 2 semaines pour dire: est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'on change l'heure? Voilà. Par contre, on s'impose de réaliser cette réunion parce qu'on s'est engagé à le faire, et puis il faut se donner un petit peu de temps quand même pour voir les éventuels bénéfices ou dysfonctionnements. Mais donc voilà, il faut commencer petit. Après, on peut en mettre en place 1 ou 2 autres pratiques comme ça. Après, c'est un travail très régulier, donc il faut être en effet assez régulier dans son travail, et
et pas se dire avoir des grandes ambitions un jour et puis tout changer le lendemain, ou se lancer dans des trucs en effet type usine à gaz. Alors après, c'est vrai que si on veut vraiment aller plus loin dans le Scrum, il y a ce qu'on appelle des coachs agiles qui sont des gens dont le métier, dans l'informatique, c'est des gens dont le métier, souvent ils sont aussi Scrum Master, donc ils vont être là pour améliorer et travailler juste sur cette amélioration de la gestion de projet. Donc nous, par exemple, quand on a développé notre projet Brix et notre cadre méthodologique Agile BIM, on s'est mis en contact avec des coachs agiles. Alors on a découvert, alors on est basé plus en région parisienne, mais on a découvert une dizaine de, de personnes sur un format Madame est architecte et Monsieur est coach agile. Et donc, c'est des gens qui discutaient justement à la maison de bah tiens, moi ça marche comme ça en informatique, on fait ci, on fait ça, moi j'aide les gens, pourquoi vous n'avez pas ça? Et donc, il y avait des gens qui avaient déjà eu ces discussions de manière privée, et donc ils sont venus pas mal au meet-up qu'on organisait au début dans des agences, voilà, pour faire état un peu de leur réflexion. Et donc, ces spécialistes, il y en a qui commencent à s'intéresser justement à notre secteur. Pour ceux qui, je ne sais pas s'il y en a ce soir, mais qui sont BIM managers, ça peut être aussi une évolution de leur métier, donc d'aller plutôt d'un moment d'un spécialiste des techniques à un moment plutôt un spécialiste de la manière de travailler ensemble, de la collaboration. Et donc là, peut-être en effet, il y a matière à avoir quelqu'un qui est dédié à ça et qui va aider justement à ce que pour l'équipe projet, ça soit le plus évident possible, le plus fluide possible, et que ça ne se transforme pas en usine à gaz. Mais c'est vrai qu'à une grosse échelle, il faut, à un moment, il faut quelqu'un qui gère la chose. Dominique, est-ce qu'on pourrait imaginer l'apport agile pour répondre aux défis climatiques? Alors, il y a des formations et des MOOC sur le BIM et l'approche bas carbone ou les bâtiments basse consommation, ça existe. Alors, il faudrait peut-être qu'on monte une formation sur le sujet. On est en train d'y réfléchir justement, ça tombe bien, c'est pour ça que je dis ça. Mais sur l'aspect purement climat, approche carbone par exemple, on va dire que la base, c'est quand même qu'on partage le plus d'informations, donc en particulier pour quand il y a un thermicien ou des personnes spécialisées sur le sujet, probablement que les informations qu'elles délivrent vont être mieux prises en compte parce qu'elles vont les donner soit plus tôt, soit en tout cas de manière plus efficace avec le reste des partenaires. Donc il faut espérer que si l'approche environnementale doit être prise en compte dans le projet, ça va favoriser la prise en compte de cette approche. Voilà, après, ce ne sont que des pratiques de travail, donc ça dépend effectivement ce qu'on en fait, mais on peut les mettre au service, je pense, et de manière assez efficace de la prise en compte de l'approche environnementale dans le projet. Florence, les résultats sont-ils au rendez-vous? Eh oui, parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut que ça. Est-ce que ça fonctionne? Alors, de manière très transparente, sur les réunions quotidiennes, toutes les équipes de projet ne le pratiquent pas, c'est clair, mais certaines équipes de projet, en particulier les équipes qui sont hybrides avec des gens ici à l'agence et puis des gens pour différentes raisons à distance, parfois à 100%. Chez elles, ça marche plutôt pas mal, et toutes les équipes d'une manière différente. Alors en effet, il y en a, c'est vraiment tous les jours à heure fixe, il y en a, c'est que quelques fois par semaine. Mais chacun, ils ont choisi voilà, la méthode qui leur allait le mieux. Donc, en tout cas, c'est une méthode qui perdure et qui, là, on a déjà un retour d'expérience de plus de 2 ans, et donc tout le monde ne le prend pas en compte, mais pour ceux qui le prennent en compte, ils continuent à l'utiliser. Les rétrospectives, ça fait plus de 2 ans qu'on l'a mis en place, et donc nous, on le gère d'une manière où il y a un certain nombre d'améliorations qui sont prises en compte par les équipes de projet directement. Et puis après, on a un carnet de produits au niveau agence qui va remonter toutes les problématiques qui doivent être traitées au niveau de l'agence. Et donc, après, on a des gens, dès qu'ils ont un peu de temps libre, alors c'est vrai que c'est pas évident de le trouver, mais ou des personnes peut-être plus transversales comme moi qui sont chargées d'avancer sur ces sujets, donc la mise en place de différents gabarits par exemple, ou la rédaction de procédures sur notre intranet. Donc ça, c'est des choses qui donnent du résultat. Et la rétrospective, juste la réunion en tant que telle, de prendre 1 heure pour prendre du recul, discuter, ça, rien que cet aspect-là déjà est très, très apprécié par les différents collaborateurs. Donc le retour est vraiment
vraiment intéressant. Après, quand on va plus loin sur des itérations avec une approche Scrum un peu plus poussée, pour l'instant, on n'a pas le retour d'expérience assez important. Le mode itératif, ça fonctionne plutôt bien. Mais on n'a pas encore mis en place une approche 100% Scrum, par exemple. Donc ça, je ne pourrais pas vous donner de retour d'expérience là-dessus. Par contre, si vous allez sur notre chaîne YouTube AgileBeam, il y a dans nos différents meet-up, il y a quelqu'un qui vient de sortir un livre justement qui s'appelle, je l'ai là, je viens de le recevoir, Construction Scrum, qui s'appelle Felipe Engineer, ça ne s'invente pas, c'est vraiment son nom de famille. Donc Felipe l'ingénieur, et qui met en place des approches Scrum pour des entreprises aux États-Unis. Donc, et lui, il le fait vraiment concrètement. Donc, et a priori, ça fonctionne. Il le raconte dans son ouvrage. Donc, il y a des expériences qui marchent. C'est vrai que ça change beaucoup les pratiques. On a aussi réalisé un meet-up avec un coach agile qui accompagne un bureau d'études de 200 personnes en Italie. Ils ont complètement réorganisé de manière justement non hiérarchique, avec des équipes d'une dizaine de personnes multitechniques, l'organisation globale de l'agence, donc 200 personnes, c'est quand même un petit bureau d'études quand même pas mal, quoi. Et ça fonctionne. Alors en effet, dans ce cas-là, ils se font accompagner par un spécialiste qui les aide dans la mise en place de ça, mais il y avait la directrice du bureau d'études qui était là et qui était très contente des résultats. Donc il y a des résultats probants. Après, c'est vrai que c'est pas naturel et il faut vraiment un peu se jeter à l'eau. Et voilà, pour l'instant, c'est des pratiques qui sont encore émergentes. Vous dites client. Alors, on a aussi un anonyme qui demande, vous dites client et pas maître d'ouvrage. Est-ce par rapport au lien contractuel? Non, j'ai pris le terme client. Peut-être que le client, ça regroupe maître d'ouvrage et aussi parfois, c'est peut-être pas été clair qui peut être le client ou l'utilisateur final. Est-ce que c'est par rapport au lien contractuel? Alors, il y a aussi une littérature sur les contrats agiles, parce que quand on travaille en Scrum, on n'a pas forcément, on avance d'itération en itération. Et l'idée, c'est pas forcément, on ne connaît pas forcément le résultat final. L'idée, c'est de s'adapter en permanence pour faire le produit le plus adapté au client. Mais c'est pas forcément de faire ce que dit le client au début. Le client, il a une idée, c'est d'avoir un bâtiment qui doit faire ça. Par contre, il ne sait pas s'il faut le faire en briques, en bois. Donc, nous, dans notre cas, c'est la même chose. Donc, on fait aussi des. Et puis, dans un contrat Scrum, on ne va pas dire l'APS, c'est 3 mois. L'APS, c'est quand le client est satisfait. Alors, lui, il va savoir qu'à un moment, justement, ça va l'aider à faire des bons retours, à un moment, à ne pas dépasser les délais qu'il s'est donnés. Mais on va avoir une gestion un petit peu différente, une contractualisation différente. Alors ça, on en est encore loin, par contre, dans le secteur de l'architecture. Mais souvent, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être fait la réflexion pendant la présentation, mais il y a un certain nombre de pratiques aussi dont finalement, on a l'impression qu'on les fait déjà. Et c'est juste qu'on n'a pas forcément formalisé, on ne s'est pas forcément interrogé réellement sur le pourquoi du comment, et surtout, on ne s'est pas mis dans cette démarche agile qui est aussi une démarche d'inspection régulière et d'amélioration. Et donc, on peut partir peut-être de pratiques qu'on a déjà, c'est peut-être aussi un bon point de départ, en se disant, tiens, ça, finalement, c'est peut-être un petit peu agile, justement, ça peut être intéressant de partir de ça et après de le mettre en œuvre dans une démarche d'amélioration régulière de cette manière de travailler. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vais aller voir dans les commentaires si je trouve d'autres questions. Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait quoi, 1h10? On a fait 1h, oui, 1h20. C'était assez dense, 1h20. tout de même. 1h20. J'espère que ça vous a donné envie de mettre en œuvre ces pratiques. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre les formations qu'on met en œuvre ou à tester l'outil Brix que je vous ai présenté. Et puis, pour ceux qui sont plus intéressés, on peut prendre contact aussi sur LinkedIn ou autres réseaux pour aller plus loin dans la discussion.
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a voulu à ILO Formation inviter François Musard, hein, tout simplement parce que les méthodes agiles, effectivement, inondent les différents milieux professionnels. Et je dirais, c'est vrai, avec une forte efficacité, même si je n'ai pas des statistiques à vous délivrer, à la fois en termes de production, donc du produit, parce qu'on évite en fait l'effet tunnel qu'on peut identifier régulièrement dans le cadre de la gestion de projet. Et puis, les équipes de travail, bien évidemment, collaborent intensément. Alors, on l'a voulu aussi parce que, comme dans toute méthode, il y a une approche très puriste, à savoir avec un guide méthodologique de mise en œuvre de la méthode, et notamment Scrum ou les méthodes agiles, mais il y en a différentes, il y en a plusieurs en définitive, pardon. Et c'est vrai que voilà, faut toujours l'adapter au terrain. Parce que il faut pas que les méthodes deviennent en fait dogmatiques. En tout cas, sachez que en effet, tout le monde professionnel dans son ensemble est traversé par cette agilité. Le manifeste agile qui, de mon point de vue, est très intéressant à lire, hein, et puis la méthode est toujours l'adapter, bien évidemment, au terrain. François, j'aurais eu beaucoup de questions à vous poser, Ouais. bien Alors, ouais. évidemment. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas scrollé, j'avais pas vu. Donc il y a Corinna qui nous dit, en retour d'expérience justement, pour répondre à Florence qui nous dit qu'il réalise des points hebdo BIM-prod d'une demi-heure, voilà, et des rétrospectives à chaque fin de phase, et apparemment ça se passe bien. Donc voilà, il y a d'autres agences qui pratiquent aussi. Tout à fait. Florence, les clients sont-ils intéressés? Alors non, on n'a pas forcément encore mis en place, enfin non, on n'a pas encore forcément mis en place avec des clients. On l'a proposé dans pas mal de la démarche, dans pas mal d'appels d'offres, mais à chaque fois, je pense pas que ça soit à cause de ça, mais c'est pas des appels d'offres sur lesquels on a été retenu. Donc on n'a pas pu encore mettre en place cela, mais on le décrit quand il y a une note méthodologique dans nos appels d'offres. Oui. Et puis Gilbert qui nous dit qu'il est proche de la retraite, donc il n'aura pas le temps de mettre en place. Ah, mais c'est dommage, mais peut-être pour la retraite, hein, pour avoir une approche agile de la retraite, je ne sais pas. Tout à fait. Vous pouvez vous former pour devenir coach agile, hein, et en fait proposer Voilà, vos services en tant tout que à fait, tout à consultant. fait. Voilà, pour s'occuper à la retraite, c'est une bonne solution. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, voilà, l'agilité est vraiment est là, elle est présente, et même dans les organisations les plus pyramidales, telles que celles qui sont étatiques, sachez qu'elles sont bien évidemment mises en œuvre. Alors, on en est au balbutiement, bien sûr, et on aura des données statistiques concernant les effets, hein, de ces méthodologies un peu plus tard, sachant que, bien évidemment, encore une fois, une méthode n'est pas là pour être appliquée de manière dogmatique, mais elle doit être émergée au travers du terrain et des individus qui collaborent les uns avec les autres. Et François, je pense que vous ne direz pas le contraire. Tout à Le fait. terrain est primordial. Voilà, c'est vraiment l'approche pragmatique. C'est bien ça, c'est bien ça. On vous remercie. Alors déjà, François, mille merci pour cette présentation qui devra être vue, revue, parce que je sais que c'est un temps court et qu'il y a plein de termes, il y a tout un process à mettre en œuvre, un état d'esprit aussi dont on doit bien évidemment s'imprégner. Et je remercie l'ensemble des participants qui ont échangé avec nous ce soir. Le webinaire sera donc accessible d'ici 3-4 jours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à diffuser, bien sûr, ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Oui, Jean indique, Jean Falise, un sujet très intéressant. Merci, Jean. Merci. Merci à vous. Merci. À plus tard À dans un bientôt, prochain j'espère. webinaire. Et merci François et Au merci revoir. à toutes et à tous. Merci Virginie.